Depuis l'enfance, nous avons été conditionnés à craindre le vieillissement. Il est peint comme un déclin lent et inévitable, une décoloration progressive de la beauté, de la pertinence et des opportunités. La société célèbre les jeunes comme s'il s'agissait de la seule phase de la vie qui vaut la peine d'être vécue, tandis que chaque pas au-delà est rencontré par la résistance. Les rides sont traités comme des défauts pour être effacés, les cheveux gris comme quelque chose à cacher, et les anniversaires après un certain âge sont livrés avec une nuance d'effroi. Pourquoi considérons-nous le vieillissement comme une perte plutôt que comme une évolution? Carl Jung a vu les choses différemment. Il pensait que la seconde moitié de la vie n'était pas une descente, mais une renaissance, un passage nécessaire des activités externes à l'épanouissement intérieur. Mais le monde dans lequel nous vivons ne nourrit pas cette transformation. Au lieu de cela, il nous remplit d'une peur du temps lui-même, nous convainquant que chaque année qui passe nous enlève quelque chose. Nous courons contre l'horloge, s'accrochons désespérément à la jeunesse, ne voyant pas que le véritable épanouissement ne se trouve pas dans le temps de résister, mais pour embrasser ses dons. Notre obsession pour les jeunes n'est pas seulement une tendance culturelle, c'est une croyance profondément ancrée qui façonne tous les aspects de la vie moderne. Regardez les médias, movies, télévision et publicités. Tous poussent le même message: les jeunes sont dynamiques, attrayants, pleins de potentiel, tandis que les anciens sont des personnages de fond, des reliques d'une époque passée. En plus peut-être, mais plus pertinentes. Dans les lieux de travail, les personnes de plus d'un certain âge sont souvent négligées, leurs décennies d'expérience dévaluées en faveur d'un nouveau talent. Nous vivons dans un monde où le vieillissement n'est pas seulement craint, il est activement refusé. Les produits anti-âge promettent de faire revenir l'horloge, les procédures cosmétiques effacent tout signe visible, et les gens se sentent obligés de maintenir une illusion de jeune bien après son cours naturel. Mais qu'est-ce qui est perdu dans cette tentative désespérée de défier le vieillissement? Jung a fait valoir qu'en résistant au processus de vieillissement, nous refusons la chose même qui rend la vie significative: croissance, transformation et conscience de soi profonde qui ne vient qu'avec le temps. Il y a une ironie dans la façon dont la société craint le vieillissement pendant que nous chassons la jeunesse éternelle. Nous négligeons la chose même que nous recherchons vraiment: l'accomplissement. Dans la première moitié de la vie, nous sommes motivés par l'ambition, par la poursuite du succès, de la validation et des réalisations externes. Mais que se passe-t-il lorsque nous atteignons ces objectifs et ressentons toujours un vide à l'intérieur? Jung croyait que la seconde moitié de la vie était l'endroit où notre véritable objectif a commencé à émerger. Un passage de l'existence de la jeunesse axée sur l'ego à une manière d'être plus profonde et plus authentique. Pourtant, au lieu d'accueillir cette transformation, beaucoup y résistent, se sentant perdus lorsque les ambitions qui les définissaient autrefois ne détiennent plus le même sens. C'est pourquoi la peur du vieillissement est si puissante. Ce n'est pas seulement une peur du déclin physique, mais une peur de confronter ce qui se trouve au-delà des marqueurs superficiels du succès. Si les jeunes consistent à construire une identité, le vieillissement consiste à découvrir la vérité en dessous. Mais que se passe-t-il si tout ce qu'on nous a enseigné sur le vieillissement est mauvais? Et si, au lieu d'être un déclin, c'est en fait une ascension? De nombreuses cultures en dehors du monde occidental moderne l'ont bien compris. Dans les sociétés autochtones, les anciens sont vénérés comme les gardiens de la sagesse, leur âge considéré comme un témoignage de leur profondeur et de leur compréhension de la vie. Dans les philosophies orientales, la vieille est associée à un voyage vers l'illumination, où les distractions de la jeunesse s'estompent et la véritable clarté émerge. Et si nous considérions le vieillissement non pas comme quelque chose à craindre, mais comme quelque chose à embrasser? Et si, au lieu de lui résister, nous nous sommes penchés sur ses leçons? La grande idée de Jung était que la seconde moitié de la vie n'est pas une période de perte. C'est une période d'intégration, où nous commençons enfin à comprendre qui nous sommes vraiment au-delà des rôles que nous avons joués autrefois. Mais pour atteindre cette réalisation, nous devons d'abord nous libérer de l'illusion que la jeunesse est le pic de l'existence. Car la vérité est que la vie ne se termine pas à 40 ans. À bien des égards, cela ne fait que commencer. Dès l'instant où nous prenons notre premier souffle, la vie devient un processus de devenir quelqu'un. En tant qu'enfants, nous absorbons les attentes de nos familles, de nos écoles et de nos cultures, nous façonnant pour s'adapter au monde autour de nous. Nous apprenons ce qui est valorisé et ce qui est ignoré, ce qui apporte l'approbation et ce qui mène au rejet. Lentement, nous construisons une identité, un moi que nous présentons au monde, soigneusement fabriqué pour sécuriser l'amour, la reconnaissance et le succès. C'est la naissance de l'ego, la structure psychologique qui définit notre place dans la société. Pour la première moitié de la vie, nous sommes ses fidèles serviteurs. Nous chassons les réalisations,
accumulons le statut et mesurons notre valeur par rapport aux normes externes. Nous pensons que si nous pouvons simplement construire la bonne vie, trouver la bonne carrière, le bon partenaire, les bons biens, alors nous nous sentirons enfin complets. Mais sous cette poursuite, quelque chose reste invisible, le fait que peu importe combien nous atteignons, une fin plus profonde persiste encore. Jung pensait que cette étape de la vie était nécessaire, mais incomplète. Le voyage de l'ego n'est pas la fin, ce n'est que le début. L'ego prospère sur la séparation. Il se définit par ce qu'il est et ce qu'il n'est pas. Il cherche le contrôle, la stabilité et la certitude, construisant un sentiment de soi solide et incontestable. C'est pourquoi la première moitié de la vie est souvent remplie d'ambition, de concurrence et de comparaison. Nous nous poussons à réussir non seulement parce que nous le voulons, mais parce que nous pensons que nous le devons. Échouer, c'est ne rien être, être invisible, disparaître dans la non-pertinence. La société renforce cette croyance à chaque tour. Nous apprenons que notre valeur est liée à notre productivité, à notre attractivité, à notre capacité à se démarquer. Et donc nous continuons à avancer, convaincus que le bonheur se situe juste au-delà de la prochaine étape. Mais plus nous poursuivons, plus notre identité devient fragile, car lorsque nous ne nous définissons que par des marqueurs externes, nous devenons des prisonniers. Quand une carrière se termine, lorsqu'une relation se dissout, lorsque les jeunes s'estompent, qui sommes-nous alors? Ce sont des questions auxquelles l'ego ne peut pas répondre. Il a été construit pour conquérir le monde extérieur, et non pour naviguer dans les profondeurs de l'intérieur. Et donc pour beaucoup, la première moitié de la vie se termine par un sentiment de désillusion calme et rampant. Il y a un moment où les réalisations qui semblaient si importantes commencent à se sentir vides. La carrière qui vous a défini une fois ne vous excite plus. Les relations que vous avez nouées n'apportent plus le même accomplissement. Les ambitions qui vous ont alimenté une fois se sentent maintenant comme un poids. Ce moment est terrifiant, car il secoue le fondement même de qui vous pensiez être. Jung a compris que cette crise n'était pas un échec. C'était une initiation. C'était la façon de l'âme de nous appeler à quelque chose de plus profond, quelque chose au-delà de l'identité, au niveau de la surface que nous avions passé des années à construire. Mais beaucoup résistent à cet appel. Ils doublent les anciens modèles, chassant de nouveaux objectifs pour tenter de raviver l'excitation des jeunes. Ils recherchent des distractions, emplissant le vide de plus de travail, plus de biens, plus de plaisirs éphémères. Tout à éviter faire face à la vérité plus profonde que le voyage de l'ego n'a jamais été censé durer éternellement. Il y a un autre chemin qui attend, mais cela nécessite que le courage abandonne tout ce que nous croyons autrefois. Si la première moitié de la vie consiste à construire une identité, la seconde moitié consiste à la dissoudre. Jung a appelé ce processus d'individuation le passage de la vie pour l'ego à la vie de soi. Mais pour atteindre ce stade, nous devons d'abord reconnaître les limites du monde que nous avons passé si longtemps à construire. Le problème n'est pas que l'ambition, le succès et les réalisations externes n'ont pas de sens. Ils sont une partie essentielle de notre croissance, mais ils ne suffisent pas. Ils n'ont jamais été censés être la destination, seulement la préparation. Lorsque nous atteignons la quarantaine, nous nous tenons à un carrefour. Nous pouvons continuer à nous accrocher à une identité qui ne correspond plus, ou nous pouvons entrer dans l'inconnu, embrassant une existence plus profonde et plus authentique. La plupart des gens craignent cette transition parce que cela ressemble à une perte. Mais que se passe-t-il si ce n'est pas du tout une perte? Et si c'est le début de quelque chose de plus grand? Le voyage de l'ego est nécessaire, mais ce n'est que lorsque nous le tronçonnons que la vie commence vraiment. Un jour, vous vous réveillez et réalisez que tout ce que vous avez construit, tout ce que vous travaillez, ne ressent plus la même chose. La carrière qui vous a donné un but est maintenant vide. Les relations sur lesquelles vous comptez sur ne plus n'apportent la même connexion. Les ambitions qui vous ont autrefois alimenté semblent désormais hors de propos. C'est un sentiment qui se glisse lentement, parfois déguisé en ennui, parfois comme agitation, parfois comme un sens inébranlable que quelque chose manque. C'est ce que le monde appelle une crise de la quarantaine, mais Carl Jung l'a vu différemment. Pour lui, ce n'était pas une panne. Ce fut une percée, un moment de calcul lorsque l'âme exige enfin d'être entendue. Pendant des années, nous chassons la société de rêve qui nous présente le succès, la stabilité, la reconnaissance. Nous construisons une vie qui a l'air bien de l'extérieur, mais à un moment donné, une partie plus profonde de nous commence à remuer. Les masques que nous avons portés commencent à se fissurer, révélant quelque chose sous eux, quelque chose de réel, quelque chose de peu satisfait. Et c'est à ce moment que tout change. Le problème avec la crise de la quarantaine n'est pas que cela se produise, c'est que la plupart des gens ne le comprennent pas. La société le traite comme une phase, un moment de rébellion irrationnelle.
Nous plaisantons sur l'homme qui achète une voiture de sport, la femme qui change soudainement sa vie, la personne qui s'éloigne de tout ce qu'ils appréciaient autrefois. Mais ces actions, aussi impulsives qu'elles puissent paraître, sont souvent des symptômes de quelque chose de plus profond. La prise de conscience que la vie que nous avons construite n'a jamais été vraiment la nôtre, que nous avons suivi un script, un ensemble d'attentes, sans jamais s'arrêter pour demander si c'était ce que nous voulions vraiment. Jung, une fois apprécié, mais ces actions, aussi impulsives que possibles, sont souvent des symptômes de quelque chose de plus profond, la prise de conscience que la vie que nous avons construite n'a jamais été vraiment la nôtre, que nous avons suivi un script, un ensemble d'attentes, sans jamais s'arrêter pour demander si c'était ce que nous voulions vraiment. Jung croyait que cette crise était inévitable, parce que la première moitié de la vie n'est pas censée durer éternellement. Il est conçu pour nous conduire à ce moment où nous sommes obligés de confronter les parties de nous-mêmes que nous avons ignorées. Le succès que nous avons chassé, l'identité que nous avons construite. Aucun de celles-ci ne peut répondre aux vraies questions qui commencent à émerger. Qui suis-je au-delà de mes réalisations? Qu'est-ce que je veux vraiment? Quel est le but de mon existence? Ce ne sont pas de petites questions. Ils sont le genre qui secoue le fondement même de notre être. Beaucoup résistent à ce réveil. Ils essaient de faire taire l'inconfort, se distrayant avec de nouveaux objectifs, de nouvelles relations, de nouvelles possessions. Mais la vérité est qu'aucun changement externe ne peut résoudre une crise interne. La vraie transformation doit se produire à l'intérieur. La crise de la quarantaine ne consiste pas à perdre ce que vous aviez. Il s'agit de découvrir ce qui manquait depuis le début. Jung a vu cela comme une transition nécessaire, un passage de la vie pour l'ego à la vie de soi. L'ego, qui nous a définis dans la première moitié de la vie, commence à perdre son emprise. Le besoin d'approbation, pour la validation externe, pour un efforçage constant commence à s'estomper, et à sa place, quelque chose de nouveau émerge, un désir de profondeur, pour le sens, pour l'authenticité. Mais cette transition n'est pas facile. Cela nécessite une confrontation avec tout ce que nous croyons autrefois de nous-mêmes. Cela nous oblige à abandonner les illusions qui nous apportaient autrefois du réconfort. Et pour beaucoup, cela peut ressembler à une sorte de mort, la mort de la personne qui pensait être. Mais que se passe-t-il si cette mort n'est pas une fin, mais un début? Et si la crise de la quarantaine n'est pas du tout une crise, mais une initiation à quelque chose de plus grand? Jung croyait que ce moment, aussi douloureux que cela puisse être, est une porte, un passage dans une existence plus profonde et plus authentique. C'est une invitation à arrêter de vivre selon les anciens modèles et à commencer à écouter l'appel de l'âme. Les gens qui embrassent cette transition plutôt que de le résister émergent souvent transformés. Ils trouvent de nouvelles passions, de nouvelles façons d'être, de nouvelles compréhensions d'eux-mêmes. Ils lâchent ce qui ne les sert plus, non par imprudence mais par nécessité. Parce que la vérité est que la vie n'est pas censée être vécue sur le pilote automatique, et le réveil de la quarantaine n'est pas là pour vous détruire, c'est là pour vous réveiller. Il y a un moment dans la vie où les choses qui nous ont définis ne sont plus en train de ne plus en être suffisantes. La carrière que nous avons construite, les réalisations que nous avons poursuivies, l'image que nous avons soigneusement conçue, commencent à perdre leur sens. Ce qui était autrefois solide semble maintenant fragile. Ce qui nous a donné un but qui nous a maintenant été vide. C'est le moment où nous nous tenons au bord de quelque chose d'inconnu, face à un choix s'accrocher au familier, ou entrer dans le mystère de qui nous sommes vraiment. Carl Jung a appelé ce processus d'individuation, le voyage d'intégration de tous les aspects cachés, oubliés et réprimés de nous-mêmes pour devenir entiers. C'est un passage de la vie pour l'ego à la vie de soi, et ce n'est pas un voyage facile. L'ego résiste au changement, il craint l'inconnu, il s'accroche aux anciennes identités parce que lâcher prise ressemble à la mort. Mais que se passe-t-il si ce n'est pas une mort, mais une naissance? Et si en libérant le moi que nous pensions autrefois, nous découvrions enfin la vérité de qui nous étions toujours censés être? Pour la première moitié de la vie, nous sommes dirigés par l'ego. C'est la partie de nous qui recherche la réussite, le statut et la validation. Il mesure notre valeur par la façon dont nous nous comparons aux autres. Il prospère sur la séparation en se définissant comme ceci et pas cela. Bien que cette étape soit nécessaire pour la croissance, elle est également limite. L'ego ne peut pas voir au-delà de lui-même. Il croit que le bonheur réside dans le succès externe, que la sécurité vient du contrôle, et que notre identité est fixe et immuable. Mais à mesure que nous nous approfondissons dans la vie, les fissures commencent à se former dans cette illusion. Nous commençons à sentir que quelque chose manque, qu'il y a plus pour nous que le rôle que nous avons joué. Croyez que cette réalisation marque le début de la vraie transformation, parce que grandir au-delà de l'ego, c'est entrer dans l'immensité de soi,
le noyau plus profond, plus sage et plus authentique de notre être. Cependant, ce changement nécessite quelque chose de difficile, la volonté de lâcher qui nous pensions. Lâcher prise est terrifiant. C'est comme entrer dans un vide, laissant derrière elle tout ce qui est familier sans savoir ce qui vient ensuite. C'est pourquoi tant de personnes résistent à l'individuation. Ils conservent leurs identités passées même lorsqu'ils ne les servent plus. Ils s'accrochent à de vieilles ambitions même lorsqu'ils n'apportent plus de joie. Ils continuent de jouer des rôles qui ne correspondent plus, peur de ce qui pourrait arriver s'ils laissent tomber le masque. Mais la vérité est que ce que nous craignons de perdre, c'est souvent ce qui n'était jamais réel pour commencer. L'identité de l'ego est construite. Il s'agit d'une collection de croyances, d'attentes et de conditionnements. Le moi, en revanche, est quelque chose de plus profond. Il n'est pas construit, il est découvert, et la seule façon de le trouver est de supprimer tout ce qui n'est pas vraiment le nôtre. C'est pourquoi Jung considérait l'individuation comme une sorte de renaissance. C'est un retour à la complétude, une intégration de toutes les parties de nous-mêmes que nous avons rejetées. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un de nouveau, mais de devenir enfin nous-mêmes. Mais comment commencer ce processus? Comment passer de l'ego à soi? La première étape est la conscience, la capacité de reconnaître lorsque nous agissons de l'ego plutôt que de l'authenticité. L'ego demande l'approbation, l'auto cherche la vérité. L'ego craint le changement, l'auto embrasse la croissance. L'ego s'accroche à la certitude, le soi se déplace vers l'inconnu. Chaque fois que nous choisissons la profondeur plutôt que la superficialité, la présence plutôt que la distraction, et l'accomplissement intérieur par rapport à la validation externe, nous faisons un pas vers l'individuation. Plus nous parcourons ce chemin, plus la vie commence à se sentir différente. Il y a un sentiment d'alignement, de clarté, de paix. Les choses qui causaient autrefois la souffrance perdent leur pouvoir sur nous. La nécessité de prouver, de rivaliser, d'impressionner s'estompe. Ce qui reste est quelque chose de réel, quelque chose de tout entier. C'est le grand quart de travail dont Jung a parlé, pas une perte, mais un retour à soi. Pendant la plupart de nos vies, on nous apprend à ne présenter que les meilleures parties de nous-mêmes au monde. Nous apprenons quels traits apportent l'approbation et lesquels invitent le rejet, quelles émotions sont acceptables et lesquelles doivent être enterrées. Au fil du temps, nous construisons un personnage, une version soigneusement organisée de nous-mêmes qui correspond aux attentes de la société. Mais derrière ce masque, quelque chose d'autre reste caché, tout ce que nous avons nié, supprimé ou refusé de reconnaître. Jung a appelé cela notre ombre, la partie de nous qui contient nos peurs, nos blessures, nos désirs et notre potentiel inexploité. Et bien que nous puissions essayer de l'éviter, l'ombre ne disparaît pas. Il persiste sous la surface, influençant nos pensées, nos comportements et nos relations d'une manière que nous ne comprenons pas pleinement. Mais à la quarantaine, quelque chose se déplace. Les stratégies qui gardaient autrefois l'ombre à distance commencent à se décomposer. Les anciens modèles refont surface, les émotions non résolues exigent l'attention, et l'image de soi soigneusement construite commence à se fissurer. C'est le moment où nous devons faire un choix, continuer à éviter ce qui se trouve à l'intérieur, ou enfin tourner vers l'intérieur et faire face à ce à quoi nous avons passé une vie à courir. Le travail de l'ombre n'est pas confortable. Cela nous oblige à affronter des parties de nous-mêmes que nous préférerions ignorer, la colère que nous supprimons, les craintes que nous refusons, la honte que nous portons, les blessures que nous n'avons jamais guéries. Tout cela relève à la surface, exigeant d'être vu, et cela peut être terrifiant. La plupart des gens résistent à ce processus, se distrayant du travail, des relations ou des activités externes, espérant faire taire l'inconfort. Mais peu importe jusqu'où nous courons, l'ombre suit. Il apparaît dans des moments de colère irrationnelle, dans les comportements d'auto-sabotage, dans la façon dont nous projetons nos peurs sur les autres. C'est la raison pour laquelle les modèles se répètent, pourquoi certaines blessures ne semblent jamais guérir, pourquoi l'accomplissement se sent toujours juste hors de portée. Jung croyait que la seule façon d'aller de l'avant était d'intégrer l'ombre, de la mettre en conscience et de l'accepter dans le cadre de qui nous sommes. Parce que la vérité est que ce que nous rejetons ne disparaît pas, il nous contrôle des profondeurs, façonnant nos vies d'une manière que nous ne pouvons pas voir. Mais comment commencer ce processus? La première étape est la conscience. Nous devons apprendre à reconnaître quand l'ombre est à l'œuvre, quand nous réagissons fortement à quelque chose, lorsqu'une vieille blessure refait surface, lorsque nous jugeons les autres pour les traits que nous craignons secrètement en nous-mêmes. Ces moments sont des invitations à regarder plus profondément. De quoi résistons-nous? Quelle peur réside sous notre colère? Quelle vérité évitons-nous? Le travail de l'ombre nécessite une honnêteté radicale, la volonté de s'asseoir avec inconfort, de remettre en question nos propres récits,
de reconnaître les parties de nous-mêmes que nous souhaitons ne pas être là. Et bien que cela puisse sembler écrasant, il est également libérateur. Parce que comme nous apportons la lumière à l'ombre, quelque chose d'incroyable se produit, nous récupérons l'énergie que nous avons dépensée autrefois la supprimer. Nous cessons d'être contrôlés par des peurs inconscientes. Nous nous libérons des cycles répétitifs. Nous gagnons une nouvelle profondeur de conscience de soi, un nouveau sentiment de complétude. C'est le cadeau caché de la quarantaine. L'occasion de faire enfin face à ce que nous avons longtemps ignoré, et, ce faisant, de devenir entier. L'ombre n'est pas seulement un lieu de blessure, il s'agit également d'une source de pouvoir, de créativité et d'authenticité. Les parties de nous que nous avons rejetées une fois tiennent la clé de notre plus grande transformation. Jung croyait que la vraie croissance ne visait pas à devenir parfaite, mais à devenir complète, ce qui signifie embrasser non seulement la lumière, mais aussi l'obscurité en nous. La quarantaine n'est pas seulement une crise, c'est un calcul, un appel à intégrer pleinement le moi. Ceux qui ont le courage de faire ce travail trouvent quelque chose auquel ils ne s'attendaient pas, une liberté qu'ils n'ont jamais connue, une profondeur d'existence qu'ils n'ont jamais touchée, et une version d'elle-même qui est plus réelle qu'ils n'en ont jamais imaginée. À 40 ans, un changement subtil mais profond commence à avoir lieu en nous. Pour la première moitié de la vie, nous sommes motivés par une soif insatiable pour le succès, la reconnaissance et la validation. La poursuite de plus ne semble jamais être suffisante, comme si nous essayions désespérément de combler un vide intérieur avec des réalisations externes. Mais au fil du temps, quelque chose commence à changer. Le succès, qui semblait autrefois être le but ultime, commence maintenant à se sentir vide. Lorsque Carl Jung parle de l'importance de lâcher prise, il ne fait pas seulement référence à la libération des biens matériels, mais à la renonciation du besoin constant d'approbation externe et de désir axé sur l'ego. Cette phase de la vie suscite une question fondamentale. Qu'est-ce qui compte vraiment? La réponse ne vient plus du monde extérieur, il émerge de l'intérieur. Lâcher prise de la poursuite implacable des réalisations externes et la mise en place vers l'intérieur permet une transformation profonde. Lorsque l'ego perd son emprise, nous sommes en mesure de voir la vie d'un point de vue plus large et plus profond. Nous commençons à réaliser que la valeur de notre existence ne réside pas dans ce que nous accumulons ou dans le nombre de distinctions que nous gagnons, mais dans la paix que nous trouvons en nous-mêmes. L'ego, qui depuis des années est le moteur de notre voyage, perd son pouvoir. À partir de ce moment, nous commençons à adopter une existence plus authentique, celle qui valorise la simplicité, la profondeur et l'épanouissement intérieur. Le processus de relâchement ne concerne pas simplement abandonner les biens matériels ou les anciennes habitudes. Il s'agit de perdre les couches d'identité auxquelles nous nous sommes accrochés, les masques que nous portions pour intégrer, les rôles que nous avons joués pour gagner en reconnaissance, et les désirs que nous avons chassés pour combler le vide font tous partie de l'illusion de l'ego. Au fur et à mesure que nous les libérons, nous ne sommes plus définis par les normes du monde extérieur. Au lieu de cela, nous découvrons un sens plus profond de l'objectif et du sens qui est exempt des contraintes de validation externe. Jung croyait que le véritable épanouissement commence lorsque nous cessons de chercher l'approbation des autres et de commencer à écouter la sagesse de notre propre âme. C'est dans cet espace de lâcher-prise que nous devenons ouverts à vivre la vie sous sa forme brute et non filtrée. Sans le besoin constant de faire nos preuves, nous pouvons enfin découvrir la vraie richesse de la vie. Selon Jung, c'est là que réside la vraie liberté en libérant les illusions que nous tenons bien et nous permettant d'être pleinement présents dans l'instant. Alors que nous passons à travers les étapes de la vie, il devient trop facile d'oublier la légèreté et l'émerveillement de l'enfance. Le monde, autrefois rempli de possibilités infinies, se rétrécit progressivement à mesure que nous vieillissons, alourdissés par les responsabilités, les attentes et la poursuite du succès extérieur. Mais que se passe-t-il si la clé de la véritable épanouissement ne réside pas dans le futur ou dans les réalisations de l'âge adulte, mais en reconnectant l'enfant intérieur qui réside encore en nous? Nous croyons que la façon de récupérer la joie et le sens dans la vie est de redécouvrir la spontanéité, la curiosité et la créativité que nous avions autrefois en tant qu'enfants. Dans nos premières années, nous abordons la vie avec un sentiment de crainte et d'émerveillement. Chaque instant est nouveau et excitant, et nous sommes profondément connectés au présent, sans relâche par les peurs et les doutes qui viennent avec l'âge. Nous rêvons librement, jouons sans inhibition et embrassons le monde à bras ouverts. Cependant, à mesure que nous vieillissons, ces qualités sont souvent supprimées par les exigences de l'âge adulte. Nous perdons le contact avec cet esprit enfantin, l'échangeant contre une approche plus pratique de la vie. L'enfant intérieur, autrefois plein de vie et de créativité,
est enterrée sous des couches de conditionnement et d'attente sociétale. Mais la beauté de la vie après 40 ans est que nous avons la chance de récupérer cette partie perdue de nous-mêmes. Il ne s'agit pas de revenir à l'immaturité ou de négliger les responsabilités de l'âge adulte, mais plutôt de réapparaître l'essence de qui nous étions autrefois. Cette reconnexion avec notre enfant intérieur nous permet de vivre la vie avec un sentiment d'émerveillement, une curiosité et un espièglerie renouvelé. Cela nous rappelle que la joie ne vient pas des réalisations ou des biens externes, mais des plaisirs simples d'être vivant et présent dans l'instant. Jung a appelé ce processus comme la réunion avec The Inner Child, un retour à un état d'innocence et de joie qui n'est pas touché par les difficultés et les déceptions de la vie. Lorsque nous nous reconnectons avec cette partie de nous-mêmes, nous commençons à voir le monde sous un jour complètement différent. Les moments de tous les jours, autrefois considérés comme banals ou triviaux, deviennent imprégnés de sens et de beauté. Nous redécouvrons la magie des plaisirs simples, qu'il s'agisse de regarder un coucher de soleil, d'écouter de la musique ou de passer du temps avec des êtres chers. Le pouvoir de reconnecter avec l'enfant intérieur est transformateur. Cela nous libère du lourd fardeau de l'effort et de la performance, nous permettant d'embrasser la vie telle qu'elle est, plutôt que comme quelque chose que nous devons constamment améliorer ou conquérir. En redécouvrant l'émerveillement enfantin en nous, nous commençons à comprendre que le bonheur et le sens ne sont pas des objectifs éloignés à atteindre, mais des états d'être expérimentés dans le présent. Jung pensait que ce retour à l'innocence et à la joie est essentiel pour vivre une vie qui ne réussit pas seulement, mais vraiment épanouissante. Comme l'a dit Carl Jung si profondément, la vie ne se termine pas à 40 ans, il commence enfin. Pendant une grande partie de notre existence, nous sommes pris dans un cycle de recherche de validation externe, de chasser les réalisations éphémères et de tenter de combler les lacunes en nous-mêmes avec le succès du monde. Mais une fois que nous atteignons ce point central, quelque chose se déplace. La poursuite incessante de l'approbation et du gain de matériel ne tient plus la même allure. Nous commençons à réaliser que les choses qui nous ont définis autrefois ne satisfont plus nos aspirations les plus profondes. C'est le moment où la vie commence vraiment, où l'ego ne dicte plus chacun de nos mouvements, et le véritable voyage de l'âme peut se dérouler. Dans le passé, nous avons peut-être défini le succès par ce que nous pouvions accumuler, par les titres que nous détenions ou par les applaudissements des autres. Mais dans la seconde moitié de la vie, nous commençons à comprendre que l'accomplissement le plus profond vient de l'intérieur. Nous nous réconcilions avec le fait qu'aucune richesse, reconnaissance ou distinction ne peut nous donner la paix et la joie que nous recherchons. Cette prise de conscience nous libère des chaînes de l'ambition axée sur l'ego et nous permet de vivre plus authentiquement. La sagesse de nos années nous accorde la capacité de vivre avec un sens du but et de la clarté que nous n'avons jamais eue auparavant. Le concept d'individuation de Jung, le processus d'intégration de tous les aspects de notre être pour devenir notre vrai moi, atteint son expression la plus profonde après 40 ans. Ce voyage ne consiste pas à réaliser plus, mais à devenir plus en phase avec nos désirs les plus profonds, plus alignés sur notre véritable objectif et plus connectés au monde qui nous entoure. La vie après 40 ans offre une occasion unique de pénétrer dans la plénitude de qui nous sommes, sans pression pour se conformer aux attentes de la société. C'est le moment de perdre les identités et les rôles qui ne nous servent plus et adopte un nouveau sentiment de liberté. Cette phase de la vie n'est pas une baisse, mais une renaissance, une période de redécouverte, de réinvention et de renouvellement. Alors que nous entrons dans les dernières années de notre vie, nous ne sommes plus liés par les mesures superficielles du succès. Au lieu de cela, nous commençons à comprendre que la véritable essence de la vie réside dans la vie authentique, en embrassant notre individualité et en trouvant la paix avec qui nous sommes. C'est dans cet espace que nous trouvons un accomplissement profond et durable, celui qui est beaucoup plus riche et plus significatif que tout ce que nous aurions pu imaginer dans notre jeunesse. Jung croyait que cette étape de la vie, ce véritable début, nous offre la possibilité de vivre avec un sens plus profond de l'objectif, de poursuivre ce qui compte vraiment et de vivre la vie sous sa forme la plus complète et la plus authentique. C'est dans la seconde moitié de la vie que nous découvrons non seulement qui nous sommes, mais qui nous sommes vraiment censés être. C'est le chapitre le plus épanouissant de tous, et cela commence le moment où nous cessons de courir et de commencer à vivre. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous l'avez trouvée qui stimule la réflexion, veuillez lui donner un semblable et vous abonner à la chaîne pour plus d'informations. N'oubliez pas que le voyage de découverte de soi et de croissance ne se termine pas ici. Il continue tous les jours et nous partageons de nouvelles vidéos tous les jours pour vous guider sur ce chemin. Merci d'avoir regardé et je te verrai demain.